on va te laisser nous raconter ton histoire. Pourquoi tu renifles ce monde finalement. Je te laisse ici, tout seul face à ce monde. Bon, je suis émérite, mais je suis encore un vieux professeur, hein, donc j'ai des notes, je vais garder mes notes. C'est pour pas te disperser. D'accord, merci. Faire avancer les idées, je pense, c'est un vaste programme. Et puis j'ai 8 minutes pour cela, hein, donc un défi. En même temps, tu m'as demandé de parler anthropologie d'une idée. C'est très bien parce que je considère, après d'autres d'ailleurs, je pense ici à une grande dame de la pensée, Hannah Arendt, qu'on a dans sa vie une idée, autour duquel on tourne, que l'on répète, que l'on redit d'ailleurs, etc. Et moi, mon idée, c'est le rapport qui existe entre le pouvoir institutionnel et la puissance de base. Et que parfois ça marche bien, parfois ça ne marche pas. Nous sommes dans un moment où il y a un désaccord profond, justement, entre cette puissance et ce pouvoir, entre ce qui est vécu et les diverses institutions dont parfois nous sommes membres, bien évidemment. Et dans ces moments de mutation, eh bien, on ne sait pas voir, justement, ce rapport qui existe, encore une fois, entre cette base et les diverses institutions. Alors c'est là où le deuxième élément de mon propos, enfin de ce que tu m'as demandé, c'est trouver les mots justes. C'est un peu prétentieux, moi je dirais les mots qui soient les moins faux possibles pour dire ce que l'on vit actuellement. Pourquoi cela? Tout simplement, et là encore une fois on peut se référer à un des grands, peut-être le plus grand philosophe français du siècle dernier, Michel Foucault, qui rappelait que notre espèce animale n'est ce qu'elle est que parce qu'elle parle, elle dit. Il a écrit toute une œuvre fort alambiquée. Un de ses livres est à cet égard fort instructif, Les mots et les choses. Et il montre en quelque sorte comment les choses ne peuvent exister que parce qu'il y a des mots pour les dire. Et tout son développement montre encore une fois comment, j'ai bien dit, notre espèce animale n'est ce qu'elle est que parce qu'elle dit, elle parle. Là, un amour n'existe que parce que cet amour se dit. Une amitié n'est telle parce qu'elle se raconte, et un pays même d'ailleurs n'est ce qu'il est que parce que ce pays dit ce qu'il est, se raconte. Voilà, les mots et les choses. Il est une expression que l'on répète à loisir actuellement, vous la connaissez, cette phrase d'Albert Camus, « Mal nommer les choses contribue au malheur du monde ». Ce qu'on sait moins, c'est que quand Camus a cette formulation, il rapporte ce qui se passe, un petit apologue qui se passe dans l'Empire chinois, qui se délite, tout fout le camp. L'empereur consulte le sage, et le sage lui dit, il faut s'asseoir et trouver les mots. Et c'est là qu'il dit, mal nommer les choses contribue en quelque sorte au malheur du monde. Je crois que nous sommes dans un de ces moments où les mots que nous employons ne sont plus pertinents, quasiment dans le sens scientifique du terme, et du coup ils deviennent impertinents. Et c'est là, bien évidemment, où il y a lieu de penser pour faire avancer, et là encore une fois, le propos de ces chatons d'or me paraît bien convenir. Alors, 2 ou 3 petites idées. Ce qui est notre cerveau reptilien, si je puis dire, la culture, c'est ce qu'on suce avec le lait maternel, sans bien y faire attention. C'est ce linéarisme, cette philosophie de l'histoire. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie et arriverait à un point B de civilisation absolue. Le mythe du progrès, le progressisme, qui a bien marché, qui a été le grand mythe du XIXe siècle, moi je pense qu'il est saturé. Et on oublie qu'il y a dans le fond des métamorphoses. Tout passe, tout casse, tout lasse. Et que l'on voit à certains moments, je pense que nous sommes dans un de ces moments, revenir des éléments que dans notre progressisme bené, on avait cru dépasser. Une image traduit cela, pour moi, et je m'en suis expliqué dans nombre de mes livres, c'est l'image de la spirale. Voir revenir des éléments antérieurs, pas exactement au même niveau. Alors que ce à quoi on est habitué, qu'on y fasse ou non attention, c'est cette flèche du temps, je l'ai dit tout à l'heure. À l'opposé d'ailleurs de la flèche du temps, il y a l'éternel retour, le cercle. Pour moi, c'est ni la flèche du temps, ni le cercle. Mais encore une fois, cette image de la spirale qui, à mon sens, est en train de se vivre
contemporainement, et je vais essayer de le dire. Dans ces moments de mutation profonde, il y a un désaccord, une déconnexion entre, encore une fois, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire et ceux qui vivent. Je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir, puissance. Et cette déconnexion, elle s'exprime au mieux dans cette espèce de décalage qui existe entre l'officiel et l'officieux. Une société officielle et une société officieuse, une scène de la centralité souterraine, le roi clandestin d'une époque, si je prends une image du philosophe allemand Simmel. Alors, ce décalage, il est très précis et simple, dit rapidement. Le tripode moderne, quand je dis moderne, ce qui commence avec le XVIIe siècle, ce qui, à mon avis, s'achève à la moitié du XXe siècle. C'est ça, la modernité. C'est l'individualisme, je suis maître de moi, c'est le rationalisme, c'est la valeur travail. Voilà ce sur quoi se sont construits les diverses institutions, les divers systèmes de pensée, comment, en quelque sorte, c'est ce qui s'est diffracté tout au long du XIXe siècle et qui a, encore une fois, tant bien que mal fonctionné jusqu'à la moitié, un peu après, du XXe siècle. C'est ce qui a dominé la nature, se dominer soi-même. Hein, c'est ça l'idée de valeur-travail, et encore une fois, ce qui a constitué cette grande culture. Max Weber, qui est un sociologue, lui, un économiste allemand réfléchissant sur la modernité, a montré comment cela avait contribué à ce qu'il appelle le fameux désenchantement du monde. Tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons. Et toute son œuvre montre cela. À mon sens, il y a, et c'est cela véritablement la crise, qui n'est pas économique, il y a une saturation de ce tripode-là, une saturation de ces systèmes interprétatifs, et donc une saturation, dans le sens simple du terme, des institutions. Saturation, vous voyez, c'est pour rendre attentif au fait que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. En chimie, la saturation, combien ? La saturation en chimie, c'est quand les diverses molécules qui composent un corps donné ne peuvent plus rester ensemble. Ces molécules vont rentrer dans une autre composition pour donner autre chose. Et pour ma part, c'est un peu cela qui me fait dire que le tripode post-moderne, dans le sens simple du terme, ce qui arrive après la modernité, ce ne va plus être l'individu, mais le tribalisme, le nous. Ça ne va plus être le rationalisme, mais l'émotionnel, le sensible. Ça ne va plus être la valeur travail, mais la création. Ne plus perdre sa vie à la gagner. Faire de sa vie une œuvre d'art. Et je dirais que c'est cela qui, en quelque sorte, si on comprend, si on a saisi ce qui est là, je dis bien comme centralité souterraine, qu'on pourra faire avancer les idées. Ma définition, la seule que je me suis permis de donner concernant la postmodernité, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique. Démultiplication des effets, archaïque, ce qui est fondamental, ce qui est premier, et le développement technologique, l'enracinement dynamique. Voilà un peu ce qui fait que, d'une certaine manière, on pourra créer, on ne pourra comprendre ce qui est en gestation que si on saisit ce que j'appelais tout à l'heure la spirale, hein, enracinement dynamique. On avait cru dans notre progressisme bené dépasser des formes de tradition. Dans la progressivité, c'est ça l'image de la spirale. Dans la progressivité, on voit revenir des valeurs très simples, le ludique, le festif, l'onirique, le prix des choses sans prix. Toutes ces choses, si vous voulez, qui à mon avis sont à la base de la création et qui constituent cette espèce de réenchantement du monde, moi qui me paraît être en jeu actuellement. C'est en ce sens que par rapport à ton propos, je dirais que le vrai prophète ou le vrai créateur, c'est celui qui se souvient de l'avenir.